chers amis, bonsoir. Bienvenue à l'Institut français du Portugal. Um prazer muito grande ter receber tantas pessoas interessadas e vou apresentar. Je vais avoir l'honneur de présenter deux personnes tout à fait passionnantes ce soir. D'abord, je commencerai par les dames. Graça Pereira Lopes, de l'Université Nova de Lisboa, a créé une base de données tout à fait spectaculaire que je vous encourage à regarder, qui recense la poésie du Moyen-Âge galego-portugaise et par thème, par genre. Et donc c'est une énorme recension qui a été magnifiquement bien faite. Et c'est quelqu'un qui a su, je crois, donner à ses élèves la passion, l'amour de la poésie du Moyen-Âge et qui est donc une très grande spécialiste de son domaine. Monsieur Michel Zinc, qui nous honore de sa présence également ce soir. Monsieur Michel Zinc est donc professeur au Collège de France. Il est également académicien. Il est le secrétaire perpétuel de l'Académie d'inscription des belles lettres. Et il est donc aussi le très grand spécialiste de la littérature du Moyen-Âge, des langues de la France d'autrefois. Et je voudrais, car j'ai appris, en l'écoutant déjà lors d'une précédente conférence qui avait lieu hier au Centre culturel de Belém, j'ai appris un peu ce que sont ces poèmes, ce que sont ces chants, et j'ai appris qu'il y a, pour précéder et expliquer dans le manuscrit de ces chants, parfois un petit décodage, les vidas et les rasos qui accompagnent ces poèmes. Les vidas, c'est la biographie, parfois un peu inventée, et les rasos, c'est au fond la raison du poème. Donc je ne me lancerai pas dans une vida et une raso pour l'auteur que nous présentons ce soir, mais toutefois, je lui adresse cette vida en guise de clin d'œil. Michel Zinc est alsacien, Marie d'Odile, académicien, professeur au Collège de France, écolier de son état, écolier de la rue d'Ulm, amoureux des langues romanes, plusieurs fois père et grand-père, auteur à de très nombreuses reprises. Je vous donnerai ici un extrait de ses œuvres, qui est très long, mais je laisserai plutôt mon collègue en parler tout à l'heure. Son blason porte en inscription Académie des belles lettres. Donc, je vous laisserai sur ces mots d'introduction, je laisserai surtout la parole à Graça Pereira Lopes, qui peut beaucoup mieux que moi dialoguer avec l'éminent Michel Zinc, qui nous fait le très grand honneur de nous rendre visite ce soir. Je vous cède tout de suite la parole. Bonsoir, merci tout d'abord. Ça va? Ok. Merci tout d'abord de vos mots. Je les prends en ce qui concerne pas ma personne, mais en ce qui concerne l'équipe, cette technique qui a fait la base de données. Donc, je prends vos mots pour toute mon équipe qui a très bien travaillé. Merci beaucoup. Mais c'est pas moi qu'on parlera ici. Donc, je tiens d'abord pour remercier l'Institut français de m'avoir donné cet honneur et aussi ce plaisir de présenter le professeur Michel Zinc. C'est pour moi vraiment, je me sens très honorée. Et donc, je crois que tout le monde est là pour écouter le professeur Zinc et je vais être très brève dans ces quelques mots. Le professeur Zinc est très connu, donc il est un grand spécialiste, un des plus grands spécialistes de la littérature du Moyen-Âge, de toute l'Europe et pas seulement de France. Je suis sûre que tout le monde ici connaîtra la longue exemplaire, le long et exemplaire curriculum du professeur Zinc, professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire de littérature de la France médiévale. Et après des années d'enseignement à l'Université de Toulouse, il Paris 4, professeur Zinc est aussi l'auteur d'une vaste bibliographie où il n'oublie jamais, et ça je voudrais souligner, de faire le pont entre la culture et la littérature médiévale et la culture et la littérature contemporaine. Et ça,
c'est pas une vision simplement de philologue enfermé dans des détails passionnants. Bien sûr, parfois je me passionne aussi à ces choses-là, mais il faut sortir des détails et comprendre que le Moyen-Âge, c'est dans le Moyen-Âge que les origines de la culture moderne d'Europe a pris forme, et donc il faut retourner au Moyen-Âge pour revenir ensuite à notre temps. Et c'est ça le vrai travail du professeur Michel Zinck. Ces titres sont assez connus, comme je me borne à citer par exemple La subjectivité littéraire, ou Le Moyen-Âge et ses chansons, ou En passé un trompeil, ou même les ouvrages collectifs qu'il a dirigés, comme Identité littéraire d'Europe. Ce sont des œuvres qui ne sont pas seulement des œuvres du savant, enfermées, comme je disais, dans des détails du passé, quoiqu'elles soient des œuvres savantes, bien sûr, mais aussi des œuvres qui interrogent notre modernité. Mais j'aimerais aussi vous rappeler un autre côté du professeur Zinck, qu'on peut rencontrer dans un livre assez récent, intitulé « Seuls les enfants savent lire », où il essaie de retrouver la trace que les livres lus dans notre enfance ont laissé dans la mémoire, dans ce cas, dans sa mémoire, bien sûr. Et c'est un livre très, très intéressant. Professeur Zinck est encore un éditeur de mérite, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il dirige au livre de poche la collection Lettres gothiques, qui nous a rendu accessibles et nous rendra encore, j'espère, les grands classiques du Moyen-Âge. Ainsi que, en ce qui concerne la conférence que nous allons écouter, qui le professeur Zinck a nommé Chansons de femmes, je me permets, en tant que présentation, de citer un court passage du début de son livre La subjectivité littéraire. Et là, le professeur Zinck dit « Le Moyen-Âge n'a cessé d'être à la mode depuis 200 ans. » C'est-à-dire depuis le début de la redécouverte romantique, n'est-ce pas? N'a cessé d'être à la mode sous des représentations variées, voire opposées, au service d'idéologies très différentes, dont le seul point commun était de préférer à l'Antiquité comme lieu de nos origines. De l'exaltation du génie du christianisme à celle de l'hérésie et de la marginalité, de l'idée romantique de l'enracinement des littératures dans l'identité nationale et dans l'âme collective du peuple, aux aspirations régionalistes, du nationalisme au sentiment d'une identité européenne, de Jeanne d'Arc selon Michelet, selon Lavis, selon Peggy, à l'embrigadement des Troubaïritz et de Christine de Pizan sous la bannière féministe, chacun a voulu fonder ses convictions sur la preuve du Moyen-Âge. Hier soir, le professeur Zinck nous a brillamment démontré comment peut-on établir un pont solide et très utile et intéressant entre, par exemple, Guillaume d'Aquitaine, le premier troubadour connu, et Fernand Pessoa, dans la figure d'Ava de Campos. C'est dommage si vous n'y étiez pas, parce que c'était vraiment intéressant. C'est sur les chansons de femmes que nous irons écouter aujourd'hui professeur Michel Zinck. C'est un autre sujet qui nous touche particulièrement à nous, les Portugais, puisque un des plus extraordinaires patrimoines de notre Moyen-Âge ibérique, ce sont exactement les cantigas amigos, ces voix féminines que les troubadours et jongleurs du XIIIe et du XIVe siècle mettent en scène dans ces chansons. Je suis donc sûre que ce que nous allons entendre nous permettra de jeter un nouveau regard sur notre passé et aussi sur notre présent. À la fin de la conférence, je suis sûre qu'il y aura des questions
et qu'on pourra discuter un peu plus profondément de ces quelques mots que je viens de dire. Merci, je suis très heureuse de vous. Merci, chers collègues, de cette présentation trop flatteuse. Merci, chère Sophie, de cet accueil dans ce bel Institut français. Présentation si flatteuse que je ne sais pas où me mettre ni où regarder. Vous savez, on dit toujours quelque bien qu'on vous dise de vous-même, on ne vous apprend jamais rien. Eh bien, là, j'ai failli apprendre quelque chose. Et ça ne m'empêche pas d'être un petit peu gêné de parler devant une collègue si éminente et dont la spécialité est ces chansons de femmes médiévales, précisément de son sujet, pour en dire des choses que certains d'entre vous certainement trouveront bien banales et bien connues, parce que s'il est un pays où les cantigas se disent sont familières, c'est bien ici. Je ne pense pas se noter. Pour prendre les choses d'un peu loin et essayer de me protéger derrière l'armure que je peux, eh bien, pour nous, il va de soi que la poésie est essentiellement poésie d'amour. Quand nous pensons poésie, nous pensons amour. Dire un beau, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et on écrit des sonnets qui la font rire. Quand on a 17 ans, on est amoureux d'une fille, on écrit des poèmes pour elle. C'est comme ça. Mais si l'on considère, en regardant les choses de très loin, la situation et le rôle de la poésie d'amour au Moyen-Âge, mais aussi dans l'ensemble de notre civilisation, en commençant dans l'Antiquité et en allant jusqu'à nous, en passant par le Moyen-Âge, nous voyons la situation suivante, et qui dément en quelque sorte cette évidence que le premier sujet de la poésie, c'est l'amour. Dans l'Antiquité, la poésie amoureuse ou érotique existe naturellement, mais elle occupe une place assez modeste, au moins, j'y reviendrai dans un instant, au moins au regard de la hiérarchie des formes littéraires et des genres littéraires. Au contraire, au Moyen-Âge, la poésie d'amour occupe une place énorme, une place centrale, à partir des troubadours dont je parlais hier, mais à partir d'eux dans toute l'Europe. Pourquoi il est difficile de répondre à cette question. J'avais proposé une hypothèse, mais qui, comme toutes les hypothèses, a une sorte de sérieux excessif et de manque de nuances. Et mon hypothèse était que ce qui justifie la poésie dans la plupart des civilisations, et en particulier dans la civilisation d'Antiquité classique, c'est d'être un médium du sacré. Le poète est inspiré par les dieux, par Apollon, par les muses. Il est caractérisé par le thumos grec, par le furor poeticus latin. Mais le Moyen-Âge, donc, comme disait Hegel, la première époque, le début du romantisme, et la première époque en Occident, l'époque chrétienne, et le christianisme ruine cette conception de la poésie. Parce que dans une religion dont le Dieu s'est incarné, a circulé parmi les hommes, dont on a recueilli les paroles, on sait ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la poésie pour entrer en contact avec lui. Et d'autre part, on ne pense plus nécessairement qu'il parle par la voix du poète. On ne pense même plus du tout. La poésie apparaît au contraire, et c'est ce qu'on trouve chez Isidore de Séville, chez la plupart des auteurs, chez beaucoup d'auteurs médiévaux, comme un langage menteur, trompeur, doublement trompeur, parce que c'est un langage orné, c'est un langage sinueux. Isidore de Séville, seulement dans ses étymologies, rapproche prose de prosum pour prorsum en ligne droite, tandis que
Versus, comme chacun sait, vient de vertere, revenir en arrière, de la fin du vers jusqu'au début du vers. Et le langage poétique est un langage figuré. Donc, Dieu parle en prose, il s'exprime nettement, il s'exprime carrément, il ne s'exprime pas en vers. Et d'autre part, la poésie est explicitement rapprochée par le Moyen-Âge chrétien du paganisme antique, et donc la poésie est un langage erroné, est un langage menteur, à cause de ses ornements, et parce qu'elle est le mode d'expression d'une mythologie, de la fable, des fictions de la mythologie antique. Et c'est tellement vrai, là c'est une digression, mais qui aide à fixer les choses, que jusqu'au XIVe siècle, en français comme en latin, le mot poeta ou poète désigne un prêtre du paganisme. Isidore de Séville parle des poètes en même temps que des mages, des devins, de la Pythie, des sibylles, des choses comme ça. Et par exemple, dans un des tout premiers romans français, le roman de Troie, qui est une adaptation de l'histoire de la guerre de Troie, non pas d'après Homère, qui ne savait pas le grec, mais d'après des compilations latines tardives, eh bien, on décrit les funérailles d'Hector, les funérailles de Patrocle, les funérailles d'Hector, et on dit chaque fois, les poètes ont célébré l'office. Parce qu'on s'imagine un office religieux, mais on sait que ce sont des païens, ce ne sont pas des prêtres, ce sont des poètes. Et alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à cela que, dans mon hypothèse, pour rendre compte, la poésie ne disparaît pas, naturellement. Non. Il y a toujours des chansons, il y a toujours des poèmes. Et pour rendre compte de cette poésie, puisqu'on ne peut plus faire appel au sacré, on fait appel à une autre forme d'enthousiasme. On explique l'inspiration du poète par l'enthousiasme amoureux. Et c'est ainsi que l'amour aurait été placé à cette époque au centre de la poésie, ça serait presque confondu avec la poésie, et jusqu'à aujourd'hui, où nous n'avons plus de poésie que lyrique, comme ça, nous n'avons plus d'épopée, etc. Et cette poésie est surtout amoureuse, ou a longtemps été surtout amoureuse. Alors, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être un peu raison, enfin ça, mais en tout cas, il n'est pas totalement absurde de voir les choses comme cela. Et avec cette vision des choses, on a donc l'amour comme inspiration, l'amour qui appartient à certains genres poétiques de l'Antiquité, mais de façon presque marginale, et puis qui devient au Moyen-Âge au centre de la poésie. Mais dans cette perspective, ce qui caractérise l'amour, dont on a dit d'ailleurs à tort, c'était une invention du XIIe siècle, l'amour tel que les troubadours l'ont chanté, cet amour qui, comme je le disais hier, cherche une coïncidence entre l'expression poétique et la nature de la passion érotique, eh bien, ce qui caractérise cet amour de la poésie des troubadours, c'est son point de vue masculin. Un point de vue, c'est une poésie d'homme. Il y a bien des troubadours, il y a des troubadours femmes, mais ce qui frappe dans l'œuvre de ces troubadours femmes, c'est qu'elles se distinguent peu des hommes. Et la forme de leur poète, l'esprit de leur poème n'est pas extrêmement différent de celui des troubadours hommes. Donc, c'est une poésie qui se caractérise par le respect de la femme aimée, par la sublimation au moins partielle de l'amour, et par la conviction implicite que le désir est uniquement, ou du moins surtout masculin, la femme aimée accordant, refusant librement, et si l'on peut dire froidement, ses faveurs. Et cette attitude va à l'encontre, pour nous paraît d'une certaine façon moins naturelle, mais elle va à l'encontre des idées à la fois religieuses et médicales de l'époque, du Moyen-Âge, ces idées qui veulent
que le désir sexuel, qui veulent, contre l'évident, si on veut, enfin, qui veulent que le désir sexuel domine plus les femmes que les hommes. Et cette différence de conception explique que la littérature issue des milieux cléricaux et animée par un esprit qu'on peut dire religieux soit volontiers grivoise, tandis que la poésie dite courtoise sait être, pas toujours cependant, mais sait être plus retenue, et a un sens de la retenue et une forme de discrétion dans l'expression de la passion érotique. L'explication, nous en parlions hier soir, la littérature religieuse, d'inspiration religieuse et médicale a cette conception parce que l'idée est que la femme née de la côte d'Adam, donc et non pas de son cerveau, hein, est moins gouvernée par la rationalité que l'homme, et donc plus soumise à l'instinct. Et il y a donc une sorte d'originalité et de panache, peut-on dire, à cette littérature amoureuse courtoise, à inverser les choses et à reconnaître que c'est l'homme qui subit la loi du désir. Mais si l'on regarde les choses de plus près, et si on ne s'arrête pas aux idées convenues sur l'amour d'invention du XIIe siècle, on découvre un autre tableau sous le premier, à la manière d'un palimpseste. Le tableau que j'ai brossé jusqu'ici à très grands traits est le plus visible. Une littérature, une poésie amoureuse discrète dans l'Antiquité, omniprésente au Moyen-Âge et omniprésente sous la forme de cet amour masculin, en somme, qui est celui des troubadours. Mais on découvre, si on regarde de plus près, on voit d'abord, première chose, c'est que dans la poésie antique, qui relève des grandes formes littéraires aristotéliciennes, l'épopée et la tragédie. Certes, dans cette poésie, l'amour n'occupe pas la première place. Ni l'épopée, ni la tragédie ne sont essentiellement, la tragédie antique, ne sont essentiellement des gens amoureux. Mais l'amour comme passion qui s'empare de l'être entier, qui peut le détruire, l'amour comme passion érotique, mais allant bien au-delà du désir érotique, cet amour existe, mais il est généralement, même toujours, rapporté et attribué aux femmes. Chez Homère, enfin, c'est pas vraiment de la passion, plutôt de tendresse, si on veut, mais les amoureuses, ce sont Andromaque et c'est Pénélope. C'est pas Ulysse qui est très content avec Calypso, et ce n'est pas Achille qui dispute Briséis à Agamemnon, non. Dans l'Énéide, l'amoureuse, c'est Didon. Aîné, dès que les destins lui disent d'aller s'installer dans les Latium, il s'en va en disant qu'il est bien désolé, mais avec une habileté, une froideur qui démente ses propos. Mais Didon, elle est tellement désolée qu'elle se jette sur le bûcher et qu'elle se suicide. C'est Déjanire qui, par passion pour Héraclès, par jalousie d'Héraclès, lui fait enfiler la tunique de Nessus, dont elle croit faussement qu'elle le ramènera à lui et provoque sa mort. C'est Médée dans les Argonautiques, Médée qui, pour l'amour de Jason, du bel étranger venu conquérir la toison d'or, lui livre le trésor de son père, la toison d'or, et coupe son petit frère en morceaux pour retarder les poursuivants. Le papa s'arrête quand même, fait un morceau de son petit garçon. C'est de l'amour, ça, ou je ne m'y connais pas. Et donc, il y a ça. Il y a bien de grandes passions dans la littérature antique, mais ce sont des passions féminines. Et d'autre part, on voit qu'il existe dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, tout autour du bassin méditerranéen,
dans pratiquement toutes les langues depuis l'Égypte ancienne, une tradition de lyrisme érotique féminin, toujours féminin, dont il existe des témoignages très divers dans leur forme, dans leur langue, dans leur contexte, depuis des usages liés à date très ancienne à la prostitution sacrée, par exemple à Chypre, la représentation de la femme à sa fenêtre, jusqu'aux poèmes certains poèmes de l'anthologie grecque. Et on voit enfin que cette tradition non seulement survit au Moyen-Âge, en Orient comme en Occident, mais encore qu'elle nourrit la poésie européenne dans les nouvelles langues qui apparaissent à cette époque. Certes, les chansons des troubadours, ces chansons d'abord masculines dans leur esprit, sont les premiers poèmes, les plus anciens poèmes intégralement conservés dans les langues nouvelles qui, sur les débris du latin parlé, se développent dans le sud de l'Europe à cette époque, mais cette poésie recouvre une poésie qui semble plus ancienne, mais qui ressurgit de temps en temps, quelquefois plus tard, et qui est une poésie féminine. Et c'est cette tradition qui nous occupe ce soir. Alors, il y a dans ce que je dis une contradiction. Comment puis-je dire que cette tradition d'une poésie féminine, d'une poésie d'amour féminine, est justement une tradition ancienne, plus ancienne, en même temps que je vous dis que les plus anciens poèmes conservés sont les poèmes, enfin au moins intégralement, sont les poèmes des troubadours. La contradiction n'en est pas vraiment une si l'on songe aux conditions d'apparition de ces langues nouvelles et aux conditions de conservation des poèmes et des textes d'une certaine façon, d'une façon générale, composés dans cette langue. Pardonnez-moi de rappeler cette évidence, mais pour qu'une poésie qui a un millénaire nous soit parvenue, il faut qu'elle ait été écrite. Pour qu'elle ait été écrite, il a fallu que ceux qui savaient écrire consentent à l'écrire ou trouvent de l'intérêt à l'écrire. Or, vous savez qu'au Moyen-Âge, le savoir lire et écrire, savoir le latin et appartenir à l'Église, c'est la même chose. On ne peut pas séparer les trois. Le mot clericus, clerc, s'oppose indifféremment à laicus ou à illiteratus. Donc, très naturellement, les premiers textes qui ont été copiés sont des textes religieux, ce qui ne veut pas dire que la production poétique ou ce dont on parlait que de questions religieuses, donc c'était la seule chose dont on chantait, mais les clercs, pour des raisons d'évangélisation, de pastorale, ont d'abord écrit des adaptations en langue vulgaire de poèmes liturgiques latins, ont écrit des sermons, ont écrit des textes de ce genre. Et lorsque ils se sont dit, ils sont, de même que l'Église était passée aux barbares, comme on dit au moment des grandes invasions, quand ils sont passés aux jeunes langues vulgaires et ont écrit cette poésie, eh bien, ils se sont d'abord intéressés à une poésie qui était en quelque sorte une poésie de leur milieu, à cette poésie aristocratique des troubadours. Et nous ne pouvons donc avoir que des témoignages indirects, fragmentaires, de hasard, sur une tradition antérieure qui serait différente. Alors, vous me direz que j'exagère cette évanescence des chansons de femmes, et j'ai grand tort de le faire précisément ici, en présence de ma voisine, puisque la grande originalité de la poésie lyrique galicienne portugaise est constituée par les cantigas de amigo. On objectera le nom de Mendillo, de
les Cangas, surtout de Martin Kodax. On objectera les chansons de la mère de Vigo, on objectera la partie chanson de femme de la production du roi Don Denis. Mais ces objections, qui sont parfaitement fondées, posent deux questions qui compliquent encore le problème. La première, à laquelle j'ai déjà fait allusion, touche la cohabitation de la poésie courtoise des troubadours et de la tradition des chansons de femmes chez les mêmes poètes et pour le même public. Comment se fait-il que le roi Don Denis écrive à la fois tantôt des chansons d'amour à la manière des troubadours de Languedoc, tantôt des chansons de femmes? Comment se fait-il que, enfin, pas toujours ici, mais si on regarde du côté français, on trouve ces chansons mêlées dans les mêmes manuscrits. Alors, cette question pose le caractère, celle du caractère populaire de ces chansons de femmes. Je dis, les clercs ne les ont pas notées d'abord, elles n'ont pas été notées d'abord. Pourquoi? Parce que c'était des chansons rustiques, comme il disait, cantilenae rusticae, des chansons de paysannes. Dans les chansons du Moyen-Âge qui présentent ces caractères rustiques et qui sont pour la plupart des chansons de femmes, ces caractères étaient-ils déjà perçus comme populaires et en contraste avec les caractéristiques de la poésie savante ou de la poésie de cour? Est-ce que ces chansons ont été conservées et copiées malgré ce caractère rustique, ou bien à cause de ce caractère rustique, par un souci d'ethnologue ou de folklorisme, par esthétisme, par cette sorte d'appétit des palais raffinés pour les plats canailles? C'est quelque chose qu'on trouve à l'évidence à la fin du Moyen-Âge, dans certains manuscrits somptueux du XVe siècle qui copient en France des chansons qui sont des chansons populaires, qui ont donné des chansons populaires, qui sont lancées des ancêtres des chansons qui sont chantées ensuite pendant des siècles. La seconde question tient au fait que quand les chansons de femmes peuvent être attribuées à un auteur, cet auteur est généralement un homme. On parlait du roi Don Denis. Dans une chanson de toile, j'anticipe, je suis très mauvais pédagogue, nous parlerons dans un instant des chansons de toile, enfin, vous me croirez sur parole, il y a des chansons de toile qui sont placées dans la bouche de femmes qui travaillent à leurs travaux d'aiguille, donc des chansons typiquement féminines. Mais l'une d'elles se termine par, bon, ça se termine bien, et ainsi advienne à tous amis, pas que tous les amants puissent se trouver réunis comme ça, et moi, qui cette chanson fit sur la rive de mer pensif, recommande à Dieu la belle Aélis. Or, cette chanson chante une jeune femme qui s'appelle Oriolande. Oriolande en haut, Soli, Oriolande dans la chambre haute. Donc, à la fin, le poète avoue qu'il est un homme et qu'il aime une jeune personne qui n'est pas du tout celle qu'il a chantée dans sa chanson. Lui, il aime Aélis. Mais il se trouve que Aélis, ou Alice, ou Alix, c'est le nom traditionnel de la jeune fille des chansons à danser à la même époque, dans les chansons françaises. Ces chansons à danser racontent toujours le réveil et la toilette de la belle Aélis qui se fait belle avant d'aller danser. Et donc, l'émotion amoureuse est une émotion masculine. Ou bien, il y a une des premières chansons allemandes à avoir été conservée, est une chanson de femme et qui développe un motif qui est caractéristique des chansons féminines qu'on retrouve ensuite dans des chansons françaises jusqu'à la fin du Moyen-Âge et au-delà, c'est celui le motif de l'oiseau de chasse. La chasse à l'oiseau était une chasse
féminine, parce qu'elle n'exigeait pas la même violence que la chasse à l'épieu. Et la jeune femme qui a sur son poing son oiseau de chasse, et l'oiseau s'envole, et il ne revient pas au reclin, comme on dit. Il n'est pas bien dressé, pas bien apprivoisé, il s'en va ailleurs, sur un autre toit, chez une autre femme. Eh bien, donc, cette chanson allemande très ancienne développe ce thème. J'ai élevé un faucon il y a bien des années, et puis un jour, il s'est envolé, il est parti dans un autre pays. Depuis, j'ai vu le faucon voler brillamment. Il portait à ses pattes les rubans d'une autre, parce que le faucon avait à sa patte, comme signe d'appartenance, un ruban aux armes, aux armoiries, au blason de son propriétaire. Et là, je ne non plus que Dieu réunisse ceux qui s'aiment. Or, cette chanson est attribuée par les manuscrits à un mystérieux, on ne sait rien de lui, mais à Der von Kürenberg, donc le seigneur de Kürenberg, et non pas une femme. Il y a une chanson, ce qu'on appelle les chansons de croisade, mais une chanson de plainte d'une jeune femme dont l'ami est parti pour la croisade, qui est particulièrement émouvante, une chanson française. Chanterai pour mon courage que je veuille réconforter, qu'avec mon grand damage je tiens mourir, m'affoler, etc. Et le refrain est Dieu quand crieront outrés, quand ils crieront à l'attaque, sire, aidez aux saints, aux pèlerins, pour qui suis épouvanté, car félons sont les Sarrasins. Et elle dit, je l'ai accompagné jusqu'au lieu de rassemblement des croisés, et les croisés, jusqu'au lieu de rassemblement, portaient en signe de pénitence, en somme, une chemise de grosse laine qui les grattait. Et elle dit, cette chemise, je l'ai rapportée avec moi. Et la nuit, quand le désir que j'ai pour lui est trop pressant, je la mets très étroitement contre ma chair nue pour adoucir mes maux. Eh bien, cette chanson donc, qui nous brise le cœur par sa mélancolie et sa sensualité, est attribuée par des manuscrits à un certain Guillaume de Dijon. Alors, on ne sait pas s'il est vraiment de ce Guillaume de Dijon, dont on a d'autres poèmes, ou c'est quelqu'un d'autre, et pourquoi pas d'une femme. C'est ce que, une fois que je m'ai dit qu'elle était Guillaume de Dijon, des collègues femmes d'universités américaines me fait de violents reproches. Mais après tout, on ne sait rien, et en tout cas, ça n'a pas gêné le copiste du manuscrit de l'attribuer à un homme. C'était tout à fait naturel, et peut-être nous verrons un autre exemple du troubadour Rameau de Vaqueiras dans un instant. Donc, des chansons où s'exprime cette tristesse de femme séduite et abandonnée, et cette sensualité à la fois brûlante et discrète, mais ce sont des hommes, et quand on regarde les chansons des trobairis, dont celles, il n'y en a pas beaucoup, dont on est sûr qu'elles ont été composées par des femmes, eh bien, sauf un détail dans l'une d'elles, on trouve une tonalité qui est très proche de celle de leurs collègues hommes, si je puis dire. Et donc, à tout le moins, les manuscrits n'éprouvent aucune gêne à attribuer à un homme une chanson de femme, même si ce n'est pas le cas. Et cette seconde question est particulièrement importante parce qu'elle en soulève deux autres. Celle des raisons qui ont pu pousser des poètes masculins à endosser une identité féminine lorsqu'ils écrivent une chanson d'amour. Et il peut y avoir plusieurs raisons. L'obéissance à la tradition, si la tradition est vraiment ancienne, et elle l'est, associée justement à un goût d'antiquaire, comme c'est un goût de folklorisme. L'idée qu'on imite des chansons anciennes. L'idée que l'amour est une affaire de femme, donc on n'ose pas le prendre à son compte et qu'on le projette sur les femmes. L'attribution du désir à l'objet du désir, ce qui est une démarche connue. Ou bien, et puis, la question plus générale et plus théorique, mais que j'ai effleurée hier, de l'identité du poète impliqué par le poète. Donc, voyons, voilà d'une façon globale les questions posées, je ne me laisserai pas trop long, mais maintenant, j'entre un peu, brièvement rassurez-vous, dans le détail de ces chansons
et donc ce que nous savons d'elle et comment nous le savons. Il y a d'abord des témoignages indirects anciens sur des chansons chantées par des femmes. Et par exemple, il y en a un certain nombre d'exemples, déjà chez Césaire d'Arles, donc à ce moment-là c'était des chansons en latin, enfin en latin parlé. Mais par exemple, une homélie attribuée au pape Léon, j'ai mis Léon IX, mais c'est pas Léon IX, c'est Léon IV. Vous voyez dans mes notes, j'ai mis Léon IX parce que, Léon IX est le seul pape alsacien. Et enfin bref, c'est un pape Léon, donc au milieu du IXe siècle, qui dit il s'adresse un sermon au clergé. Et il dit interdisez les chants et les rondes des femmes dans les églises ou sur leur parvis à Triangle. Donc, bon, il y avait des femmes qui chantaient et qui dansaient les rondes jusque dans les églises. Et il y a un autre témoignage si célèbre, et si célèbre ici que j'ose à peine le rappeler, c'est celui des fameuses harjas. Il faudrait dire harjas, je pense, le pluriel arabe. Vous savez que dans la poésie arabe pré-islamique et proto-islamique ne connaît qu'un genre lyrique, la qasida, qui est un genre monostrophique, souvent des chansons de rencontres amoureuses dans le désert, etc., qui ne sont pas sans analogie avec ce que seront les pastourelles en Occident. Et puis, à un moment donné, vers le 9e, 10e siècle, la poésie arabe ou la poésie juive en hébreu noté en caractère hébreu, en alphabet arabe, enfin tout a été mélangé, dans l'Andalous, cultive un genre poétique qu'on appelle, selon le type d'arabe employé, Mouacha ou Zadjan, et qui est un genre strophique, à refrain, à prélude et refrain, et visiblement conçu en fonction de la pointe finale, qui est comme la pointe d'un sonnet, c'est une pointe de 2 à 4 vers, qui détermine la construction strophique, enfin le schéma métrique de tout le poème. Et pour un certain nombre de ces poèmes, pendant longtemps, on ne comprenait pas la harja. Et jusqu'au moment où on s'est aperçu, enfin, il y a déjà longtemps, il y a peut-être 70 ou 80 ans, on ne comprenait pas parce qu'on partait de l'hypothèse que c'était de l'arabe ou de l'hébreu, selon la langue du poème. Or, c'était de la langue romane. Donc, c'était du vieil espagnol ou du portugais, ou d'une langue, enfin, le début des langues romanes dans la péninsule ibérique. Et c'est très difficile à interpréter parce que ça avait été entendu par des oreilles dont ce n'était pas la langue, qui prêtaient son oreille aux chansons des populations conquises, la population arabe, et retranscrit phonétiquement dans des alphabets qui n'étaient pas faits pour elle non plus, puis qui n'étaient pas les voyelles, enfin toutes les difficultés qu'on connaît. Mais on a quand même réussi à les interpréter à peu près, et ce sont toujours des chansons de femmes. Style, que ferais-je, ô ma mère, quand celui qui me cajole à la guerre s'en va? Ô ma mère, mon bel ami s'en va pour ne plus revenir. Dis-moi, que dois-je faire, ô ma mère, si ma peine ne s'apaise pas? Il s'en va, il ne veut pas me dire un seul mot, avec ce feu aux entrailles, ô ma mère, dont je pourrais dormir, ou je ne pourrais dormir, ou s'adressant à l'ami, je ne t'aimerai que si tu fais se rejoindre les anneaux de mes chevilles et mes boucles d'oreilles. Le premier éditeur, qui était un savant allemand, met une note en disant « Il s'agit sans doute d'une allusion érotique ». Et alors, en dehors de celle-là qui est un peu particulière, le ton de ces harjas féminines, c'est toujours le même. C'est un ton de sensualité mélancolique, de déréliction, des chansons de l'attente et de l'abandon. Donc, le ton que vous reconnaissez, qui est celui des cantigas d'Amigo, mais qui ressurgissent beaucoup plus tard, qui est celui des chansons de toile dont je vais parler, comme
comme si c'était cela qui caractérisait toujours le ton de cette poésie d'amour rapportée aux femmes. Alors, dans les Hardjazz, le piquant, naturellement, alors là, on a nettement affaire à des goûts de folkloristes. Ces poètes raffinés de l'Andalouse vont chercher les chansons toutes simples de la population conquise pour les introduire à la fin comme une sorte de citation, hein, à la fois bien trouvée et qui introduit la rupture du ton, parce que leur poème est ultra sophistiqué et la citation très simple, la rupture de la langue, etc. Quelquefois la rupture du sujet, parce que certains de ces poèmes, de ces mouachas, ne sont pas du tout des poèmes d'amour, mais des éloges de grands personnages. C'est comme si, enfin, à supposer la vraisemblance du fait, un poète américain écrivait en anglais un poème à la gloire du président Obama et terminait en français par « Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai ». Donc, nous savons, or, les plus anciennes de ces Hardjazz sont de la fin du Xe, du début du XIe siècle. Elles sont donc d'un siècle plus anciennes, au moins, que les plus anciennes chansons de troubadours. Et nettement plus anciennes que les chansons de femmes conservées, qui sont toutes plus récentes. Et ce qui est frappant, c'est que la plus forte tradition de la chanson de femme, celle qui reflète le mieux cet esprit que l'on trouve dans les Hardjazz, ce ton de la chanson de femme, celle qui nous paraissent le plus caractéristique, ce sont les cantigas d'Amigo, mais qui, comme l'a rappelé, je pense, sous le contrôle de la grande spécialiste qui l'a confirmé, sont des chansons relativement tardives. Ce sont des chansons du XIIIe siècle. Ce sont des chansons, donc, qui sont conservées à un moment où la tradition même de la poésie courtoise des troubadours est en train de s'épuiser. Ces chansons, vous les connaissez, je ne me donnerai pas le ridicule de vous les lire, mais je vous les montre. Voilà une chanson de Mendinho, et vous avez là... attendez, excusez-moi. Ça marche. Je suis très très maladroit avec le PowerPoint, je découvre ça, n'est-ce pas, alors que j'ai un enthousiasme enfantin, mais et donc une chanson de la mère de Vigo, une chanson de l'ermitage de Saint-Siméon, dans l'île qui est au milieu de la baie, hein, et qui est tout à fait caractéristique, les vagues, l'attente de l'ami, etc. Voici, je commente, je fais un bref commentaire ensuite. Voici une des chansons de Martin Kovacs. Donc, je ne les lis pas parce que si je les lis dans la langue d'origine, je vais me ridiculiser, et si je les lis dans mon épouvantable traduction, je me ridiculiserai aussi. Elles sont courtes, vous pouvez les lire, et d'ailleurs, vous les connaîtrez. Je vais peut-être faire du contresens, donc je m'apprécie. Voilà, très courte, 7e et dernière chanson de Martin Kovacs. Vous voyez qu'il y a donc la parenté avec les Hardjazz, chansons d'attente, chansons d'abandon, hein, chansons d'une tonalité mélancolique, et des chansons à refrain, ce qui est le signe, non seulement des chansons à refrain, mais des chansons qui jouent de la répétition et de la variation dans la répétition. Vous voyez, il n'y a pas seulement un refrain, mais de strophe en strophe, c'est à peu près la même chose qui est dit, avec chaque fois une légère variante. Vous le voyez ici très nettement dans cette très courte chanson, mais vous l'avez aussi dans, là c'est la première et la dernière chanson de Martin Kovacs, vous l'avez encore de façon plus élaborée parce que la chanson est plus longue, avec comme des croisements dans la variation et la répétition autour
de l'ermitage autour de la barque et du rameur, etc., dans la chanson de Mendigo. La variation et la répétition, avec la reprise des vers de strophe en strophe, ce qui sera caractéristique de la chanson populaire. Dans les chansons populaires, très souvent, le dernier vers de la strophe est le premier vers de la strophe suivante. Il y a une sorte de chevauchement des vers, s'ajoutant au refrain. Il y a ce ton uni, direct, sans métaphore. Et le refrain lui-même, mais la question du refrain est une question extrêmement compliquée, parce que, enfin, pour nous, le refrain se caractérise par la répétition. Or, refrain, c'est de réfractum. Enfin, d'abord, il y a un problème phonétique et étymologique, parce que ça ne devrait pas être refrain, mais refrain. C'est le réfractum, de partie passée de réfrain géré, c'est la partie qui est retranchée de la strophe. Le refrain ne se définit pas par la répétition de strophe en strophe, mais par le fait que c'est un bout de la strophe qui n'appartient pas vraiment à la strophe. Et effectivement, dans les chansons françaises au Moyen-Âge, on a très souvent des chansons qu'on appelle avec des refrains, où il y a un refrain à la fin de chaque strophe, mais le refrain change chaque fois. Alors, on dit c'est pas un refrain. Si, on le sent très nettement comme un refrain, mais qui varie. Et donc, tous ces traits qui, pour nous, sont caractéristiques de ce qui sera la chanson populaire, qui sont caractéristiques de la chanson à danser au Moyen-Âge. Parce que les chansons à danser sont des chansons qui sont construites sur une alternance d'une partie chantée par un soliste et d'une partie chantée par le chœur. Et le chœur chante le refrain qui est répétitif, il y a moins à apprendre, tandis que le soliste chante la strophe. C'est la première forme du rondeau, la danse en rond, la chanson en rond, est construite de cette façon. Alors, donc, des chansons à la fois tardives, mais dont il serait presque absurde de nier qu'elles sont insérées dans une tradition dont on a l'amont avec les rajas et l'aval avec les chansons populaires dans tous les pays d'Europe. Encore une chose là-dessus, c'est une chanson attribuée par les manuscrits à un troubadour qui s'appelait Rimbaud de Vaqueyras, un troubadour provençal. Vaqueyras, c'est un endroit où il y a maintenant un Côte-du-Rhône excellent, et qui c'était le fils d'un chevalier, d'après sa vie là, le fils d'un chevalier déclassé, devenu jongleur. Lui-même a commencé comme jongleur, mais c'était un protégé du marquis Boniface de Montferrat, un très très grand seigneur, un des chefs de la 4e croisade, celle qui a été détournée vers Constantinople entre 1202 et 1204, et le marquis de Montferrat lui a rétabli dans son état de chevalier. Là, il a dit qu'il était aussi amoureux de la sœur de Boniface de Montferrat, mais enfin, ça colle pas très bien, parce que ça ne pourrait pas être sa sœur, mais ça peut peut-être être sa fille, enfin bon. En tout cas, il y a dans les manuscrits une chanson qui est attribuée à Rimbaud de Vaqueyras et qui est la suivante. Et cette chanson est Alsasundas que fai van sailai de menar, de mon amic savets novas cantar que lai passet, non lo vei retornar, et oi Deu d'amor, adoram de la joie et adora dolor. Haute vague qui venait sur la mer, que le vent agite en tous sens, de mon ami, savez-vous me conter une nouvelle, lui qui a franchi la mer, je ne le vois pas revenir, hélas, mon Dieu, l'amour, parfois il me donne de la joie, parfois de la douleur, ô douce brise qui vient de l'Est. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant dans cette chanson, c'est que c'est une cantiga d'amigo. C'est une cantiga d'amigo comme développée. Et donc, on peut dire, premier réflexe, c'est de dire, et ben voilà, Rimbaud de Vaqueyras s'est inspiré des cantigas d'amigo et il a écrit
ce poème. Oui, mais il y a une des difficultés. D'abord, si la chanson est vraiment de Rimbaud de Vaqueiras, c'est une cantiga d'amigo en Languedoc antérieure de plusieurs décennies au vrai cantiga d'amigo en galicien portugais. Donc l'activité de Rimbaud de Vaqueiras est à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. Alors on note la ressemblance extrême de certains vers avec les vers de Martin Codax, mais c'est longtemps avant. Alors l'attribution peut être erronée. La chanson peut être plus tardive, être la chanson d'un autre troubadour, qui s'inspirerait vraiment des cantigas d'Amigo, mais l'aurait composé plus tard. C'est possible, puisque les manuscrits qui contiennent ces chansons sont tous de la fin du XIIIe ou du XIVe siècle. Mais on n'est pas sûr quand même. Que suis-je pour discuter ça, mais les spécialistes sont en désaccord et certains pensent que ça peut être vraiment Rimbaud de Vaqueiras. Ce qui serait intéressant, parce que ça montrerait que nous ne saisissons les cantigas d'Amigo que dans le courant, et en fait dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, mais qu'il y en avait bien avant. Et il y a un argument pour dire que ça pourrait bien être de Rimbaud de Vaqueiras. Et donc il pouvait bien y avoir des chansons galiciennes dès ce moment-là, sur les cantigas. C'est que Rimbaud de Vaqueiras est un troubadour original et qui aime se situer à la marge des habitudes poétiques et même les transgresser. Et on en a deux exemples très frappants. Une chanson qui est très connue, qui s'appelle Calenda Maya, Calende de mai. Et c'est une chanson qui est une chanson de troubadour classique où il implore sa dame qui ne veut pas de lui, etc. Mais qui est sur un rythme, on a la mélodie, une mélodie, je ne vais pas vous la chanter, une mélodie très chantante, très dansante, une mélodie de chanson à danser, une mélodie d'estampie. Une estampie, c'est une chanson dans laquelle c'est une danse chantée et une danse de rythme rapide. Estampie, c'est la danse frapper du pied, une chanson très rythmée. Et c'est effectivement une chanson très rythmée dont le rythme est en contradiction avec la tristesse de l'amoureux éconduit du proto. Et un autre exemple encore plus frappant, il a écrit un descort. Un descort, c'est une chanson comme désaccordée, dont la métrique n'est pas régulière, ou dont la mélodie est sur particulière. Et ce descort est désaccordé parce que c'est un poème plurilingue. Il a écrit une chanson dont une strophe est en languedoc, sa langue, une strophe en italien du Nord, en lombard, une strophe en galicien, donc il connaissait le galicien et il le considérait déjà comme une langue poétique, une langue de la poésie. Une strophe en gascon, une strophe en français, j'oublie, et la sixième strophe a 2 vers dans chaque langue. Et il s'arrange pour que la tonalité de chaque strophe réponde à la poésie, l'esprit de la poésie dans chacune des langues qu'il connaît. Et pour plusieurs de ces langues, il anticipe même pour la littérature narrative, particulier française, c'est un des ressorts du roman français, le chevalier qui va se mettre au service d'un roi étranger, et la fille du roi tombe amoureuse de lui, et alors, bon, ils ont une affaire d'amour, mais il est déjà marié, ou ils ont une affaire d'amour, mais il disparaît, enfin bon, toutes ces thèmes voliducs, d'illégaleront, etc. Donc ce point aimé, le mercenaire étranger, nous amène à la catégorie, l'autre catégorie frappante de chansons de femmes avec les cantigas d'Amigo sont des chansons de toile auxquelles j'avais consacré un de mes premiers livres dans la jeunesse, je les avais édités et introduits. Et ces chansons de toile
Pourquoi les appelle-t-on comme ça? Enfin, je la montre peut-être trop tôt, pas parce que ça va déflorer. Parce que donc nous en avons très peu, nous en avons une petite vingtaine, en tirant beaucoup, plutôt 12-15. Ce sont des chansons narratives et qui ont une allure extrêmement archaïque parce qu'elles sont écrites non pas en strophes avec un entrecroisement de rimes élaborées, mais avec des strophes monorimes et quelquefois mono-assonancées. Vous voyez la différence entre l'assonance et la rime, c'est que dans la rime, la dernière syllabe est la même à la fin de chaque vers, dans l'assonance, c'est seulement la coloration vocalique qui est la même. Par exemple, table rime avec cartable, mais assonne avec châle, mettons, ou sable, etc. Ou sable, enfin, non, là ça rime, enfin bref. Et, vous voyez ce que je veux dire. Et d'autre part, donc, elles ont des traits qui paraissent très très anciens. Nous allons voir un exemple. Eh bien, pas seulement ça. Mais, elles sont connues, quelques-unes sont conservées dans un manuscrit, qui est un petit manuscrit peu soigné, le manuscrit de Saint-Germain-des-Prés, du milieu du XIIIe siècle à peu près. Et d'autre part, un romancier qui s'appelle, connu sous le nom de Jean Renard, au tout début du XIIIe siècle, en cite plusieurs dans un roman, le roman de la Rose, et pas le grand roman de la Rose, le chant de Guillaume de Rix et Jean de Main, le roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, dans le prologue duquel il se vante d'être le premier à farcir un roman de chansons lyriques. Et dans ce roman, il les fait chanter par une vieille dame provinciale et sa fille au fond de leur château, au fond de Franche-Comté. Et alors, on leur demande de chanter des chansons. Elles sont en train de broder, elles brodent une étole pour faire cadeau à un couvent ou au prêtre. Et elles se défendent de chanter. La vieille dame dit, oh, c'était autrefois que les dames et les reines travaillaient à leur tapisserie en chantant des chansons d'histoire. Donc elle définit ça comme des chansons qui racontent des histoires et qu'on chante en travaillant à des travaux d'aiguille. Et effectivement, presque toutes ces chansons mettent en scène une jeune femme qui travaille à des travaux d'aiguille et on raconte ses amours contrariés avec un amant nonchalant et lointain. Bon, je ne vais pas être trop long, en voici un exemple. Quand vient en mai, que l'on dit à l'urgence, que Franc de France repère Noé Corte, Renaud se repère dont elle premier front, si son passage les aurait à Remborg, instantanément, le chef respirant. Et Renaud a mis son nom. Quand vient le mois de mai, que l'on dit au long jour que les Francs de France reviennent de la cour du roi, Renaud revient devant au premier rang, il passa dans la maison des Rambourgs, mais il ne daigna pas pour autant lever la tête. Hélas, Renaud, mon ami. Donc, tout est là, vous voyez, là, elle est à la fenêtre, elle attend qu'il revienne, lui ne daigne pas lever les yeux. Et en même temps, vous voyez, Francs de France, ce sont les Francs d'Île-de-France, le noyau de l'entourage du roi. Mais c'est une expression qui, au XIIIe siècle, qui est la date de cette chanson, est déjà vieillie. C'est déjà vieilli dans les chansons de geste. Vous voyez qu'ici, il y a une assonance entre le haut libre, corte, et le haut nasalisé, front, amont. Or, dès la chanson de Roland, à la fin du XIe siècle, eh bien, on hésite à faire à avoir une assonance entre un haut nasalisé et un haut qui ne l'est pas. Donc ça semble un excès dans l'archaïsme, comme si on avait fait exprès, on avait voulu donner l'impression d'une chanson ancienne. Et Jean Renard est assez malin pour en être d'accord. Et voyez la suite continue, non. Mais les Rambourgs, à la fenêtre, je dis ma traduction qui est nulle, mais enfin, sinon c'est à la fenêtre au jour, sur ses genoux, tient une soie colorée, toujours les travaux d'aiguille.
Elle voit les Francs de France, cette reprise populaire, les France qui reviennent de la cour, elle voit Renaud devant au premier rang, à voix haute, elle a dit, ça a raison ce qu'elle va dire, hélas Renaud mon ami Renaud, j'ai connu le temps où si vous passiez devant la tour de mon père, vous auriez été triste que je ne vous parle pas. Vous avez mal agi, fille d'empereur, vous en avez aimé un autre, et nous avez oublié. Hélas, Renaud, mon ami. Seigneur Renaud, je m'en justifierai. Avec 100 jeunes filles, je vous jurerai sur des reliques, avec 30 dames que j'amènerai avec moi, que je n'ai jamais aimé d'autre homme que vous. Acceptez cette justification, et je vous baiserai au ancien, hélas, Renaud, mon ami. Mais la suite, quand même. Le comte Renaud monta l'escalier, large d'épaule, les hanches étroites. Il avait les cheveux blonds, finement bouclés, en aucun pays vers les et Rambourg le voit, elle se met à pleurer. Hélas, Renaud, mon ami. Le comte Renaud est monté dans la tour, s'est assis en un lit orné de broderies à fleurs. À côté de lui s'assied Belle et Rambourg. Alors il recommence la première amour. Hélas, Renaud, mon ami. Et vous voyez, c'est vraiment une chanson de femme. C'est elle qui est amoureuse. Lui, sur de vagues soupçons, il était prêt à la laisser tomber. Elle s'humilie, elle le supplie de reprendre, elle jure que c'est pas vrai. Bon, si ça lui fait ton plaisir, bon, il veut bien aller coucher avec elle. Et c'est elle, on ne la décrit pas, on dit qu'elle est belle, c'est tout. Lui, on le décrit. Voilà. C'est le contraire de ce qu'on trouverait chez Tournadeau dans les romans partout. Lui, on dit qu'il est large d'épaule, il a ses droites, il a les cheveux comme ça, c'est pas les miens, les cheveux comme ceci, etc. Et puis, cette sorte de sensualité simple, bon, ben voilà, c'est bien, il se réconcilie, couche ensemble, tout va bien. Et tout ça, c'est presque trop beau pour être vrai. C'est la femme qui est demandeuse. Et on a cette nonchalance, c'est cette arrogance de l'homme. C'est la beauté de l'homme qui est vue par le regard de la femme et qui est décrite. Oui, mais tout ça, c'est cité dans des romans masculins. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Et dans une autre chanson de toi, là je ne cite que la première strophe, Belle Dorette est assise à la fenêtre, lit dans le livre, mais son cœur est ailleurs, de son ami dont il lui souvient, parti pour des tournois en terre étrangère, et maintenant j'en ai deuil. Vous voyez, là, elle ne brode plus, elle lit dans un livre. Ce n'est pas une chanson aussi archaïque que ça, elle sait lire, la Belle Dorette. Et son ami n'est pas parti à la guerre, il est parti au tournoi. Et plus tard, un écuyer arrive et lui annonce la mort de son ami. Cette chanson est l'ancêtre de Malbrousse en va-t-en guerre. L'écuyer revient, lui annonce la mort de son ami, et alors, dit, bon, Belle Dorette, après son deuil à faire, quand Marie fut, prince d'eau, franc débonnaire, etc., pour votre amour, revêtrai-je la haie, je revêtirai le cilice, et je me ferai nonne en l'église Saint-Paul. Et je ferai, et elle projette de fonder un couvent d'amour, où on n'acceptera que les amants fidèles. Et ça, c'est un motif tout à fait courtois, mais c'est pas du tout un motif de chanson populaire. Et puis, cette chanson a une mélodie très subtile, très ornée, qui contraste avec la simplicité répétitive d'autres chansons de toile, comme on va les citer tous. On a Vergier, les Sœurs Fontenelle, dont Claire est longue et Blanche la Gravelle. De même que les chansons de Martin Kovacs ont des mélodies très ornées, très nombreuses, des mélodies très délicates. Et je termine, bon, je suis vraiment lamentable parce que je vais beaucoup trop vite là-dessus. Termine, je vous cite cette chanson, tout à l'heure on me demandait quelle était mon œuvre préférée du Moyen-Âge, je citais une grande œuvre, mais au fond, j'ai un faible pour cette chanson, qui est dans le manuscrit, dans le chansonnier de Saint-Germain-des-Prés, qui a les caractéristiques formelles d'une chanson de toile, qui n'en est pas vraiment une, il n'est pas question de filer la laine ni de broder, il est dans un château, mais qui est une chanson extrêmement étrange et aussi avec qui sonne comme une chanson populaire, mais qui est extrêmement mystérieuse. Donc, je la lis dans le texte, vous voyez la traduction face, le samedi à soir, fin la semaine, Gaillette et Oriou, Seror, Germaine, main et main vont baigner à la fontaine. Vente l'or, l'irène crôle, qui s'entraîne, soleil dorme. Rien que ça. Le refrain, c'est un pur chef-d'œuvre. On l'a rapproché, d'ailleurs,
du refrain du pont Mirabeau, vienne la nuit sans l'heure et tout sans bon je demeure, et il est possible que qu'Apollinaire ait connu cette chanson qui avait été publiée dans la création massive de son Paris, je connaissais bien la littérature du Moyen-Âge. L'oncle Gérard revient de l'Aquitaine, s'est choisi Gaillette sans la fontaine, entre ses bras la prise, soif l'astreinte, vente l'or et l'irène crône, qui s'entraîne sans livre d'orme. Quand aura au riour de l'âme prise, revatoué en arrière, bien c'est la ville, je remarrai Gérard, que bien me prise, vente l'or et l'irène crône, qui s'entraîne sans livre d'orme. Or s'en va au riour, teinte et marie, des yeux s'en va pleurant, le cœur soupire, quand Gaillette s'assuère en me ennemi, vente l'or et l'irène crône, qui s'entraîne sans livre d'orme. Là se fait au riour, comme mare funée, j'ai lassé ma serour en la vallée, l'enfe Gérard l'envoie dans sa contrée, vente l'or et l'irène crône, qui s'entraîne sans livre d'orme. L'enfe Gérard et Gaille s'en sont en main, leur noué chemin ont pris vers la cité, tantôt comme il y vint, là il se faisait, vente l'or et l'irène crône, qui s'entraîne sans livre d'orme. Eh bien, c'est la perfection et le mystère dans la simplicité. Cette tristesse d'une chanson qui finit bien et qui est une chanson triste. Pourquoi une chanson triste? Parce que c'est la chanson d'Henriour et pas la chanson de Gaillette. Et c'est tellement la chanson d'Henriour que le copiste qui était distrait, il a copié, il a interverti deux strophes, puis il a mis en ordre, un petit truc en disant non, il faut le dire dans tel ordre. Et à la seconde strophe, il a écrit l'enfe Gérard revient de la quintaine, s'est choisi Henriour sans la fontaine. Et c'est nous, c'est une correction des éditeurs. On est bien obligé de mettre Gaillette, le sens de la chanson impose. Mais il avait tellement l'idée que c'était Henriour, le personnage important. Henriour, le personnage auquel on s'attache, que même Gérard, il s'attachait à Henriour. Et puis, ce thème de chanson de femme, ce ravisseur muet. Le jeune Gérard revient de son jeu brutal, il trouve ces deux jeunes filles à la fontaine, dans quelle tenue elles vont s'y baigner. Et il emmène Gaillette sans un mot. Et c'est Gaillette qui dit « Je resterai avec Gérard car il m'aime bien ». Qu'est-ce qu'elle en sait, Gaillette, qu'il l'aime bien? Oui, finalement, il l'épouse. Mais il n'a pas dit un mot, Gérard. C'est une sorte de prédateur silencieux. Et puis, à la fois cette pudeur et cette sensualité de la scène, avec cette possible nudité des jeunes filles, mais qui n'est jamais évoquée. Et puis, avec ce refrain, n'est-ce pas, ce refrain qui est à la fois si discret, si pudique et si chargé de sensualité. C'est la perfection, et c'est une perfection, enfin, là encore, que veut dire le mot populaire? J'emploie sans cesse ce mot, il aurait fallu passer l'heure à le commenter, mais c'est une perfection qui est à 100 lieues de la sophistication des chansons des troubadours ou des romans courtois. Et donc, là, vous aviez la gentillesse de citer l'un de mes livres, donc, qui s'appelle le Moyen-Âge et ses chansons, et le sous-titre est Un passé en trompe-l'œil. Et c'était l'idée, ce petit livre contient ma leçon inaugurale au Collège de France, il y a déjà bien longtemps, et puis le cours que j'avais fait cette première année d'enseignement. Eh bien, ces chansons d'allure si ancienne, ces chansons sur l'ancienneté desquelles on insiste, comme l'a fait Jean Renard, c'était autrefois que les dames et les reines, etc., elles ne le sont peut-être pas tant que cela, ou du moins, nous l'avons vu, ou du moins elles jouent de leur ancienneté. Et en voyant ce jeu sur l'ancienneté, cette insistance à nous faire croire ou à nous convaincre que ce sont des chansons très anciennes, nous voyons ce que représente cette ancienneté dans le goût et dans l'art littéraire du Moyen-Âge, le prétendu anachronisme médiéval, les héros antiques perçus comme des chevaliers ou des choses comme ça. Ce n'est pas une indifférence au passé, ce n'est pas une ignorance du fait que le passé était différent. Regardez les représentations, mettons, les représentations médiévales de la Passion du Christ.
Les soldats, les juifs sont habillés à la mode du temps où la fresque, le tableau, le chapiteau ont été composés. Mais le Christ, lui, jamais. Le Christ est revêtu d'une tunique, on sait très bien comment était habillé le Christ, on sait très bien comment étaient habillés les autres. Mais l'anachronisme est volontaire. Et cet anachronisme, c'est comme un hommage permanent rendu à la profondeur du passé, qui n'est jamais si sensible que quand elle est créée par les moyens du présent, quand le présent croit s'y retrouver. Et notre époque, au fond, qui est si attachée à la vérité historique, n'agit pas différemment, puisqu'elle ne cesse d'instrumentaliser l'histoire poétiquement ou politiquement. Mais ça nous ramènerait à des choses trop graves. Moi qui suis un esprit léger, je reste avec la pauvre Orioure qui revient en pleurant de la fontaine. Je vous remercie. Voilà, je crois que je mets personnellement au professeur Michel Zinc expresse la pensée du public, mais pour le moment, je vous invite à poser des questions, à discuter avec. C'est un privilège, une opportunité qu'on n'a pas beaucoup de fois. Donc, si quelqu'un veut poser une question, un commentaire. C'est pas obligé. Non. D'abord, merci beaucoup de cette magnifique conférence. Attendez le micro, je suis vieux et sourd. D'abord, merci beaucoup de cette magnifique conférence que vous nous avez donnée. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Presque. Oui. Bon, ce que je voudrais vous demander, c'est très simple. Si j'ai bien compris, les chansons de toile sont cultivées surtout en France du Sud. Non, non, excusez-moi, j'ai tellement couru la porte, je ne vais pas dire, j'ai été trop allusif. Non, ça c'est du français, c'est Alan Doyle, ce sont des chansons du Nord. Et justement, la poésie lyrique de France du Sud est tellement dominée par la poésie des troubadours qu'elle laisse peu de place à ces chansons de femmes. Il y en a cependant quelques-unes. Il y a en particulier une ou deux aubes féminines. Les chansons d'aube, ce sont les chansons, alors ça, la chanson d'aube, ça existe dans toutes les civilisations du monde, de la Chine ancienne, l'heure à laquelle les amants doivent se séparer. C'est un type lyrique qui a été particulièrement cultivé par les troubadours, parce que chez les troubadours où les amours sont des amours clandestines, généralement adultères, eh bien, la chanson d'aube s'impose particulièrement. La chanson d'aube a donné une des scènes les plus fameuses de la littérature européenne, c'est la scène du balcon de Roméo et Juliette, qui est la mise sur le théâtre d'une chanson d'aube. Et alors, on a, chez les troubadours, enfin en Languedoc, plusieurs aubes féminines. Une en particulier où il y a le vent qui vient du pays de l'Aimé. La jeune femme ne cesse de répéter « Ah, l'aube, comme elle vient tôt. Mon ami, faisons un jeu nouveau. » Et faire un jeu, ça c'est un euphémisme pour dire faire l'amour. C'est-à-dire qu'il faut se séparer, mais encore une fois. Et puis, elle se sépare et elle dit, voilà, mon ami, le beau, le tout, elle est partie. Et de là, de son haleine, j'ai bu un doux rayon. Ah, l'aube, comme elle dit tout. Alors, on trouve des chansons comme ça. Mais les chansons de toile, qui sont comme de petites chansons de geste. Et la chanson de geste est un genre de France du Nord, il y en a très peu en Languedoc. Ces chansons de toile sont des chansons en langue d'Oïl. Si vous voulez, c'est comme si vous prenez dans la chanson de Roland la mort de la Belle Aude, eh bien c'est un peu comme une chanson de toile.
Ces chansons de toile, c'est comme si on isolait la scène de la mort de la mélode de la chanson de toile. Mais excusez-moi, vous voyez, je vous interromps, je parle sans arrêt, je ne vous laisse même pas... Merci. Moi, je ferai peut-être pas exactement une question, mais un petit commentaire. C'est très, très intéressant pour tout le monde, je crois, mais pour les spécialistes, d'avoir l'opportunité de mettre les choses en perspective. Et mettre les choses en perspective, c'est aussi spatial et pas seulement temporel, n'est-ce pas? Parce que, comme je disais au début, le Moyen-Âge a été redécouvert au romantisme, pour les romantiques, n'est-ce pas? Et c'est très souvent mélangé avec l'idée d'originalité nationale, n'est-ce pas? Donc, chaque pays, chaque groupe de philologues, chaque groupe d'intellectuels disait que ces chansons si anciennes, si belles, étaient vraiment l'âme de la nation. Et puis ça, c'est quelque chose que maintenant on peut appeler l'illusion romantique, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, si on sort de son propre territoire, on vérifie qu'avec plus ou moins de différences, du moins en Europe, je ne parlerai pas du Japon ou de la Chine, mais du moins en Europe, il y a des choses qui se ressemblent, n'est-ce pas? Et donc, avoir l'opportunité de faire une étude comparée ou de lire les choses comme ça, la chanson féminine, c'est très intéressant. Et donc, ce que M. Zang vient de dire sur la Cantiga de Migo, et en expliquant, par exemple, en nous montrant par exemple, Ramon de Vaqueiras, n'est-ce pas, et cette chanson des ondes est très importante aussi pour nous parce que maintenant on discute des origines de la poésie des troubadours ibériques. Et quand est-ce qu'elle est arrivée, quand est-ce qu'elle est apparue et comment est-ce que les choses se sont passées. Et donc, ces troubadours de la fin du XIIe et du début du IIIe sont très importants pour nous. Et l'idée qu'on avait avant, qu'il y a les troubadours ibériques ont commencé par imiter les troubadours de Languedoc en faisant des chansons d'amour et ensuite se sont tournés vers un patrimoine féminine, ils ont fait des chansons d'amis. Peut-être c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, on est en train de discuter. Donc, le Moyen-Âge, comme parfois je dis à mes élèves, c'est quelque chose de très lointain et très proche, parce qu'on est en train de comprendre vraiment les choses sans cette préjugé nationaliste qu'ont eu les romantiques. Pardon, je sais pas. Vous avez absolument raison. Et le préjugé nationaliste a fait particulièrement des ravages dans le domaine des chansons de femmes, justement parce qu'elles ont une allure populaire. Parce que l'idée qui était celle de Béra, par exemple, c'est que chaque peuple a une identité nationale qui se manifeste dans les premières productions de son art et de sa poésie, productions qui sont supposées être collectives et spontanées. Et du coup, on s'est intéressé, et c'est pourquoi d'ailleurs les études de littérature du Moyen-Âge et les études de folklore sont allées de pair. Regardez, les frères Grimm travaillaient ensemble, mais il y en a un qui faisait surtout du vieil allemand et l'autre qui s'occupait surtout des contes. Pour eux, ça allait ensemble. Et du coup, on s'est particulièrement disputé les chansons qui avaient l'air de chansons populaires. Et il y a eu une thèse française dans les années 1880 d'Alfred Jean Roy qui s'appelait « Les origines de la poésie lyrique en France au Moyen-Âge ». Jean Roy était quelqu'un de très honnête, un excellent philologue.
cette thèse, d'une certaine façon, est une thèse magnifique. Il y a des choses qu'il dit et qu'on peut encore accepter largement. Mais cette thèse est gâtée par le fait que Jean Roy veut absolument montrer que de quelque forme lyrique qu'il s'agisse, l'origine est française, elle est française. Et alors, du coup, il dit des choses qui factuellement sont absolument justes et qui sont un sous-bassement extrêmement solide, et la deuxième partie est pratiquement délirante et ruine ce bel édifice. En réalité, naturellement, les différences de langue ne sont pas d'abord au Moyen-Âge des différences nationales, loin de là. D'abord, l'idée de nation n'existe guère, les différences de langue ne coïncident pas avec les frontières même des royaumes ou des principautés, et le continuum poétique au Moyen-Âge est pratiquement absolu. Soit que les traditions soient les mêmes sur de très vastes espaces et à travers des langues diverses, soit que, sans aucune jalousie, si on peut dire, on aille chercher chez le voisin ce qui devient très vite son bien propre, comme le roi Hakon de Norvège, qui a fait traduire d'un coup toute la littérature française en norrois et qui envoyait un émissaire dans le sud de la France pour se renseigner sur l'amour courtois. Sans abuser de votre patience, peut-être j'oserais vous poser une question là pour un petit commentaire si vous voulez. C'est peut-être quelques personnes du public se demandent en fait, mais pourquoi les troubadours, les hommes, mettaient en scène des voix féminines Alors, enfin, pour moi, mais je ne sais pas, hein, mais les deux raisons les plus plausibles, à mon avis, c'est d'une part cette raison psychologique ou psychanalytique même, qui est que de projeter, d'attribuer le désir à l'objet du désir, ou d'avoir une sorte de fonctionner sur un système d'imitation. De même que l'exhibitionniste qui s'exhibe avec derrière la vague idée que la personne devant qui, ou les personnes à qui il s'exhibe pourraient en faire autant. Eh bien, par quelque chose d'un peu analogue, le désir masculin serait projeté sur la femme et on prêterait à la femme ce désir s'il y aurait quelque chose de gratifiant. Et cela, ce serait pour l'explication générale de ce succès des chansons de femmes ou du fait qu'il semble bien, effectivement, que partout, dans très nombreuses régions, ou d'un air poétique, si je puis dire, la première poésie d'amour ait été une poésie rapportée aux femmes. Et la seconde raison, spécifiquement pour notre lyrisme médiéval, c'est que je pense que, contrairement à ce qu'on a souvent dit, c'est une poésie qui est attentive à renvoyer à son propre passé et éventuellement à créer l'illusion d'un passé derrière elle. Et cette poésie a le sentiment que la chanson de femme est une tradition ancienne, ce qui est certainement vrai, et elle entretient ce sentiment, elle le reconstitue au besoin. Et, enfin, je ne peux pas le développer là, non, mais c'est quelque chose que j'avais soutenu dans cette qui me tenait à cœur, que j'avais soutenu dans cette leçon inaugurale, c'est bien l'exercice le plus intimidant que j'ai fait. Ici. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, je vous remercie. Merci à vous.